Fillon est une loi portée par M. Borloo. La loi portée par M. Fillon porte sur l'égalité des chances dans l'école, une loi d'orientation, et la loi portée par M. Borloo porte sur l'égalité du droit à l'éducation pour les enfants ou les adultes porteurs de handicap ou accidentés de la vie. Intéressant, intéressant. Parce qu'on voit bien que la notion d'égalité des droits perce déjà en 2005. Et on voit bien que quand la loi de 2005 sur les enfants handicapés, pour faire gros, propose une compensation systématique, elle est dans la logique non pas de l'égalité des chances, mais de l'égalité des droits, du droit à l'éducation. Malheureusement, on en est resté à cette loi-là et l'égalité des chances est sans cesse revenue comme un espèce de leitmotiv, de lieu commun, sans qu'on puisse réellement la concrétiser. Alors vous me direz, il y a eu les ZEP, 1981, formidable les ZEP. Alain Savary qui dit, il faut donner plus et mieux à ceux qui ont moins. Formidable. Ça c'est un peu l'égalité des droits qui avance quand même. Sauf que quoi d'année aujourd'hui? Si on prend le coût par élève d'un élève de banlieue dans un collège dit défavorisé, REP, avec le coût par élève d'un élève de centre-ville, on s'aperçoit que le coût par élève de l'élève de centre-ville est de 20% supérieur au coût de l'élève de banlieue. Alors c'est bizarre, parce que les ZEP, elles sont surdotées. Dans les ZEP, il y a des postes en plus. Oui, c'est vrai. Dans les ZEP, il y a des heures en plus. Oui, c'est vrai. Mais on ne regarde pas le budget consolidé, c'est-à-dire on ne regarde pas le budget avec les salaires. Parce que dans les ZEP, il y a tous les jeunes débutants qu'on paye très mal, il y a tous les contractuels, il y a tous les vacataires, il y a peu d'options, peu de langues. Et au bout du compte, quand on divise la dotation d'un collège de ZEP par le nombre d'élèves de ce collège, on s'aperçoit que malgré le discours officiel qui est donné aujourd'hui sur le fait qu'on donne plus en ZEP qu'ailleurs, en réalité on donne moins. En réalité on donne moins. Et en réalité l'État donne beaucoup moins, puisque c'est l'État qui paye les salaires et que le différentiel majeur, c'est les salaires. D'un côté des enseignants débutants, contractuels, des vacataires, de l'autre côté des enseignants chevronnés en fin de carrière, qui coûtent beaucoup plus cher, avec des petits groupes de langues, pour des langues rares par exemple, et qui coûtent les yeux de la tête. Donc on est dans un système qui affirme qu'il donne plus à ceux qui ont moins au nom de l'égalité des droits, mais qui en réalité n'en fait rien. Alors, il y a des petites avancées quand même. Il y a 5 académies qui ont tenté, sous l'impulsion de la ministre, une expérimentation qui consiste à proportionner la dotation à un indicateur de situation sociale des élèves. C'est une bonne avancée. Pour moi, c'est la bonne avancée. Si on veut une véritable égalité des droits, si on veut une école du commun, si on veut créer une vraie solidarité entre les Français, alors je crois qu'il faut proportionner scrupuleusement les dotations, salaires compris, aux difficultés sociales des élèves qui sont scolarisés dans les établissements. Alors, ça va faire des dégâts, hein. Pas parler d'ici, je connais pas, mais enfin, le lycée Louis-Grand, il va en prendre pour son grade, côté du lycée de Clichy, hein. Si on proportionne la dotation, ça va être terrible pour le lycée Louis-Grand, qui scolarise des élèves qui iraient très bien d'ailleurs sans professeur. Donc c'est pas dramatique. Pas dramatique. Mais quand même, on voit bien que là, quelque chose se joue. Il y a un enjeu majeur. Alors on dit, c'est pas possible de faire ça. Attendez, c'est pas possible. Mais dans les 30 Glorieuses, quand le général de Gaulle a dit, il faut former des centaines de milliers d'ingénieurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrété considérablement les obligations horaires des professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles et augmenté significativement leur salaire, en disant c'est là que se joue l'avenir de la France. Si aujourd'hui on pense que l'avenir de la France, il se joue dans les banlieues où des élèves exclus basculent dans le radicalisme ou deviennent des brigands qui mettent en péril les équilibres sociaux, ben c'est là qu'il faut mettre les moyens quand même. De Gaulle a eu les moyens, a eu le courage de mettre les moyens là où il estimait à son époque qu'il fallait les mettre. Pourquoi n'aurions-nous pas le courage de les mettre là où aujourd'hui est le combat essentiel? Sur le front. Où est le front aujourd'hui? Il est dans les collèges très difficiles. Dans ces collèges où on peine à faire la classe, tellement la situation est dégradée. Dans ces collèges que nous avions appelés les PEP4, à l'époque où je travaillais au ministère, et on avait été mal inspiré de les appeler les PEP4, parce que très vite les journalistes nous avaient dit qu'on les appelait les PEP4, parce que c'était des collèges où le plus ancien dans l'établissement, c'était l'élève de 3e, étant entendu qu'aucun enseignant, ni aucun adulte n'y avait fait 4 ans. Ils étaient tous partis avant.
Vous imaginez ce que ça représente un collège où le turnover est si important que aucun adulte n'y fait 4 ans et où l'ancien c'est l'élève de 3e. C'est une inversion totale des rapports générationnels. Quatrième série de remarques, avant d'entamer la discussion, nous sommes à un moment où beaucoup de choses, me semble-t-il, menacent l'école publique. Alors, je ne veux pas faire ici l'oiseau de mauvais augure, mais je voudrais souligner avec beaucoup de liberté, quitte à être un peu en désaccord avec ma collègue tout à l'heure, dans ce qu'elle a dit, que l'égalité au sein de l'école publique, moi, parfois, je la cherche. Que quand je me pose la question de savoir qui est le plus fidèle aux valeurs de l'école de la République, est-ce que c'est le lycée du Parc à Lyon ou est-ce que c'est le lycée Jeanne d'Arc privé catholique à Dessines, je me pose vraiment la question. Parce que dans le lycée Jeanne d'Arc à Dessines, il n'y a pas plus de catéchèse enfin je sais pas, que vous n'imaginez, ils s'occupent des gamins les plus en difficulté et qu'ils arrivent à les sortir d'affaires alors que le parc sélectionne des gamins qui n'ont aucune difficulté et ils ont 100% au bac avec des jeunes qui ont 16 de moyenne en début de seconde. Bon, qui est fidèle aux valeurs de la République dans cette affaire? Donc l'école publique elle-même, moi je suis pas sûr qu'elle soit toujours exemplaire et que l'égalité républicaine, elle la pratique avec la ferveur que l'on attendrait. Au contraire, ce que j'observe, c'est une école c'est une formule que j'utilise souvent, qui est jacobine sur les moyens et totalement girondine sur les fins. Alors, jacobine sur les moyens, parce que on a une école qui est une école du contrôle technocratique le plus pointilleux de tout ce qui se passe dans les établissements. Alors évidemment, ça commence par le nombre d'heures de maths en 6e, c'est 4 heures pour tous les élèves, d'accord. On ne se demande pas si dans certains cas, il ne faudrait pas simplement 2, dans d'autres 6, ou s'il ne faudrait pas mieux grouper les heures de maths autrement que par une semaine. C'est 4 heures par semaine, point barre, et puis on doit le justifier, c'est comme ça. Elle est très jacobine sur les moyens, l'école de la République. Et s'il y a des chefs d'établissement ou des adjoints ou des gens de l'administration, ils savent le temps qu'ils passent à remplir des tableaux Excel pour montrer qu'ils sont parfaitement dans les clous et qu'ils rentrent dans le contrôle administratif de la République. Sauf qu'on est jacobin sur les moyens, mais on est totalement girondin sur les fins. Parce que entre le lycée du Parc et le lycée Jacques Brel à Vénissieux, qui est aussi un lycée public, les politiques éducatives, c'est le blanc et le noir. Au lycée du Parc, on prend que les bons élèves pour être sûr qu'ils vont réussir au bac. S'ils tâtonnent un peu en seconde et qu'ils n'ont pas 16 de moyenne, on les met dehors à la fin de seconde. On s'occupe absolument pas des familles. On s'occupe absolument pas de la démocratie lycéenne. Il n'y a pas de conseil de la vie lycéenne. On s'occupe absolument pas de faire des pédagogies d'organiser une solidarité avec un quelconque pays du Sud. Il n'y a rien qui invite les élèves à dépasser la réussite immédiate, alors qu'au lycée Jacques Brel à Vénissieux, certes, il y a de moins bons résultats au bac, forcément, on prend tout le monde. Mais il y a des délégués d'élèves qui sont élus, qui sont formés, il y a des parents d'élèves qui sont accueillis, il y a un journal à destination des parents, il y a un effort permanent pour accueillir ces parents et leur permettre d'exprimer leur avis sur ce qui s'y passe. Il y a un travail sur la recherche documentaire. Il y a des élèves qui partent tous les ans dans des pays du Sud pour travailler, creuser des puits, refaire des sanitaires et retrouver une dignité. Alors moi je me dis, d'accord, est-ce que c'est la même éducation nationale? Ils ont le même nombre d'heures, mais est-ce qu'ils ont les mêmes finalités? Est-ce que c'est les mêmes citoyens qu'ils forment? Est-ce que c'est les mêmes personnes au bout du compte, et même la même vision de la société qu'ils ont en perspective? Je n'en suis pas sûr. Et je préférerais pour ma part, mais je n'incarne que moi ici, je ne suis le porte-parole de personne, un système qui soit beaucoup plus jacobin sur les finalités, avec un cahier des charges extrêmement rigoureux. Quel que soit le collège, il faut que les délégués d'élèves soient élus sérieusement. Il faut qu'ils soient formés sérieusement. Quel que soit le collège, il faut que les parents soient accueillis sérieusement. Quel que soit le lycée, il faut qu'il y ait une politique documentaire. Quel que soit le lycée, il faut qu'il y ait des échanges avec les pays du Sud. Ça, c'est des finalités. Sur les modalités, on peut être girondin, on peut faire confiance aux équipes. On peut considérer qu'après tout, on peut même leur donner des horaires globalisés, légères comme ils le souhaitent. Ce qui amènerait, c'est ma deuxième remarque, à redéfinir complètement la notion d'autonomie. Aujourd'hui, dans la campagne électorale, on vous parle d'autonomie des établissements, c'est très bien. Mais jamais personne ne vous dit vraiment ce qu'on met derrière l'autonomie des établissements. Là, il y a des gens pour lesquels l'autonomie,
c'est une autonomie de concurrence, une autonomie de mise en compétition, avec en arrière-fond le système du chèque éducation qui avait été proposé par Alain Madelin il y a déjà bien longtemps, et qui était un système d'organisation systématique de la concurrence. Et puis d'autres ont une vision de l'autonomie qui est responsabilisante des acteurs, mais qui est aussi très sensible à la nécessité d'une cohérence nationale en termes de projet, pas en termes de technique, en termes de projet. Dans les dangers qui menacent considérablement l'école aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui, moi, me frappe et m'inquiète, c'est l'externalisation. On voit, et c'est très fort, à quel point il y a un nombre énorme de structures, d'institutions, d'outils qui, à l'extérieur de l'école, se mettent à récupérer les élèves, comme si ce qui se fait à l'intérieur, ça n'avait quasiment plus d'importance. C'est ce que j'appelle le fonctionnement en centrifugeuse. C'est-à-dire que la classe devient un lieu où on évalue les élèves pour savoir s'ils seraient pas mieux ailleurs. Bon. Dans une thèse que j'ai fait soutenir cette semaine, mardi après-midi, sur 7 collèges de la banlieue lyonnaise, Montésar a identifié 27 dispositifs d'aide aux élèves extérieurs à la classe. 27 dispositifs d'aide aux élèves. De l'aide aux devoirs, aux cordées de la réussite, en passant par l'association machin, truc ouais, sur un échantillon représentatif de 1600 élèves. Il a observé que 52 recevaient une aide de leur famille, 50 reçoivent une aide de dispositifs extérieurs, que 30% reçoivent à la fois l'aide de leur famille et de dispositifs intérieurs, mais que 24% des élèves ne reçoivent ni d'aide de leur famille, ni d'aide de dispositifs extérieurs. Donc c'est pas parce qu'on ajoute des dispositifs extérieurs qu'on a la garantie qu'ils vont aider les élèves les plus en difficulté. On peut même avoir l'effet complètement inverse. Mon collègue Patrick Rayou a montré que un élève à qui on balance 3 trucs de soutien scolaire, 2 trucs médico-scolaires, un machin d'assistante sociale, une orthophoniste, etc. Il finit par se dire, avec tous les adultes dont j'ai besoin, faut vraiment que je sois nul pour en être là où je suis, et au point où je suis, je pourrais pas me remonter. L'externalisation est très grave. C'est la centrifugeuse, hein. La centrifugeuse, c'est la dépression au milieu. C'est un système qui tourne de plus en plus vite. La dépression, c'est un phénomène physique, c'est aussi un phénomène psychologique, la dépression. Hein. Chez les professeurs, il faut le prendre en compte. C'est un système dans lequel on dérive toujours vers le plus loin. On détecte et on dérive. Allez, hop, 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 hop. Et à terme, le service public, ça n'est plus qu'un ensemble de guichets. Des guichets juxtaposés pour traiter les difficultés juxtaposées des élèves. L'école en tant que lieu collectif où on traite ensemble avec une pédagogie différenciée, si possible, l'essentiel des problèmes des élèves, on la voit disparaître. Et puis alors, il y a d'autres dangers, vous en avez souligné un tout à l'heure, et puis je vais bientôt m'arrêter pour passer à la discussion, mais un danger sur lequel je voudrais insister, c'est la montée de ce que j'appellerais le naturalisme familialiste. Ça représente pas grand-chose, l'instruction en famille. Ça représente 3294 enfants cette année. Les écoles privées hors contrat, ça représente très peu de choses. Mais il y a 50 demandes de création d'écoles privées hors contrat par semaine sur le bureau de la ministre. 50. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une idéologie très forte et qui est en train de monter, qui dit... Au fond, quelques parents s'organisent, alors avec un label idéologique, pédagogique, religieux, ce que vous voulez, ils créent une école, ils embauchent leurs enseignants, sur lesquels ils ont tout le pouvoir, et l'école de la République devient un ensemble de petites cellules, de petits ghettos, qui marchent bien, où se pratique l'entre-soi, là pour le coup, d'une manière très forte. Alors c'est pas encore institué tout cela, évidemment que c'est pas institué, mais en revanche... on le sent venir. Et il faut peu de choses pour le laisser monter très fortement. Par exemple, l'instruction en famille. Il y a une interdiction qui pourrait la faire flamber si on la supprimait. C'est l'interdiction aux familles qui élèvent eux-mêmes leurs enfants, qui les instruisent eux-mêmes, de se regrouper pour embaucher un précepteur. C'est interdit, parce que ce serait considéré comme l'ouverture d'une école clandestine ou d'une école non officielle. C'est autorisé dans d'autres pays. Dans tous les pays où c'est autorisé, les États-Unis en particulier, mais pas seulement, ça fait flamber l'instruction en famille. Flamber. Vous avez eu une campagne médiatique
fantastiques. Vous avez des films, un film comme Être et Devenir par exemple, ou un film comme Alphabet, qui sont des films très bien faits, qui ont un circuit de diffusion très efficace, et qui distillent toujours la même idéologie. Si vous prenez Alphabet, c'est un film facile à voir, hein. Première partie du film, vous êtes en Corée du Sud ou à Shanghai. Là, vous voyez des enfants dans des grands amphis, plus grands que cette salle, qui font des croix dans des cages parce qu'ils s'entraînent à passer les tests PISA. Bien, bonsoir à tous, à toutes. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour une soirée particulière, spéciale, où on va parler d'éducation. Avant de donner la parole à notre invité, Philippe Mérieux, juste quelques mots d'accueil. Donc, c'est une soirée qui est co-organisée par l'Université populaire des Ardennes, que certains d'entre vous connaissent, qui œuvre depuis un peu plus d'1 an. Qui organise des débats chaque année. Et parmi ces thématiques, il y en a plusieurs sur l'éducation. Et donc, certains de ces débats, de ces rencontres, nous nous associons avec la FCPE, donc Première Fédération des parents d'élèves. Donc, avant de vous parler un peu de ce qu'on entend par l'école de la République, l'école publique comme liberté, je vais passer la parole à Philippe Guénis, un des animateurs de l'Université populaire, qui nous va dire un petit mot et on démarre. Bien, tout simplement pour vous rappeler que ça a tout son sens d'avoir Philippe Mérieux à l'Université populaire des Ardennes, parce qu'il a commencé, si je ne m'abuse, sa carrière dans l'éducation populaire. Oui, faut dire ça. Donc, moi j'ai la faiblesse de penser que ce que dit Philippe Mérieux pour l'école scolaire nous enseigne aussi pour l'éducation. Cela dit, peut-être que parmi vous, tout le monde ne connaît pas l'Université populaire. On a 2 ans d'existence. Je dois d'abord excuser le président qui devait être là ce soir et n'a pas pu venir pour des raisons importantes. Elle a dû accompagner sa fille hospitalisée à Paris. Donc, sinon, il aurait été évidemment parmi nous. Simplement vous dire que depuis 2 ans, on mène un certain nombre d'actions. Donc tous les mois, une conférence participative, citoyenne, où on essaye d'avoir un rapport plus équilibré intervenant public. Alors je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais Philippe Mérieux nous a prévenu qu'il parlait beaucoup. Donc il faudra savoir lui dire que vous avez des remarques à faire, des questions, des interventions, car c'est le principe de l'Université populaire des Ardennes. Vous avez reçu, en entrant donc un bulletin d'adhésion, donc faites-en bon usage, plus on est, mieux c'est. Vous avez également un appel à dons, parce que l'enjeu de l'Université populaire des Ardennes, c'est d'être autonome, d'être indépendant et de pouvoir avoir des intervenants qui nous permettent de comprendre les enjeux de notre société, de contribuer à notre modeste façon à l'émancipation de tous et de chacun. Et pour ça, plus on est autonome, mieux c'est. Et puis enfin, vous avez un questionnaire qu'on vous demande de rendre avant de partir. Donc n'hésitez pas, déjà à commencer à le remplir si vous le souhaitez. Ça vous permet déjà de prendre date avec nous pour éventuellement participer à des actions que nous menons, notamment les ateliers que nous aimerions développer. Par exemple, atelier philo, nous avons déjà mené des actions dans des établissements scolaires, mais on peut, alors avec des enfants, mais on peut faire des ateliers philo, bien évidemment, avec des adultes. C'est très bien, ça marche bien. Des ateliers de lecture collective, des ateliers aussi d'écriture du journal interculturel. Bref, si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos souhaits sur le questionnaire, et puis nous reprendrons contact avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Quelle place aujourd'hui pour l'école de la République? En regardant mes enfants récemment, je me suis surpris à me dire que l'école leur avait bien appris le passé simple, mais rien sur le futur compliqué. Face à un monde incertain, changeant, le rôle de l'école ne cesse d'être réaffirmé, enfoncé comme barrière à toutes les difficultés sociales et sociétales. Face à ces enjeux, les projets pour l'école que j'ai pu lire jusqu'ici me paraissent maigre et sans vision. Entre une école qui sent un peu la naphtaline quand même, ou alors des propositions pour une école de plus en plus libérale, ou des propositions séduisantes mais sans vision à long terme. Ce moment de débat, qui devrait être un moment de débat démocratique, peine à nous montrer quelle serait
le projet, la vision pour un défi majeur pour notre société qui est l'école. Nous avons hérité d'une formidable ingénierie, d'une magnifique machine peuplée d'hommes et de femmes qui ne demandent qu'une chose, qu'on leur assigne, qu'on leur reconnaisse leur rôle social, celui de former les citoyens de demain. Je crois à la place et à l'importance de l'école publique comme pilier de notre République, mais on entend ici et là certains s'extasier sur des projets, notamment d'écoles hors contrat. D'autres expliquent qu'il faut permettre que l'école privée prenne sa place et nous parlent des projets de mixité dans le privé. Ici, en tant que représentant d'une fédération qui œuvre dans le public, je voudrais vous dire que l'école privée, pour nous, a toujours été plutôt un instrument de l'entre-soi. Par nature, elle n'accueille pas tous les élèves. Et ceux qui sont, c'est parce que soit ils ont les moyens, soit ils ont des bons résultats, soit le réseau ou les réflexes culturels. Notre fédération s'est toujours élevée pour renforcer et parler du public. Le public, pour nous, c'est la maison commune de la République. Notre République doit pouvoir regarder chacun de ses enfants et lui dire, à mes yeux, tu vaux autant que ton voisin. Pour notre fédération, l'école se doit de jouer un rôle social, sans jamais oublier qu'elle n'est pas hors sol. Il est intolérable de voir aujourd'hui que l'école reproduit non seulement les inégalités sociales et territoriales, mais qu'elle les aggrave et les transforme en inégalités scolaires. Notre jeunesse a parfois bien des raisons à être en colère contre nous. Au quotidien, dans leur établissement scolaire, ils vivent les inégalités sociales que nous dénonçons. Et en ce moment de débat démocratique, il y a certains qui ont l'idée de nous parler de projets pour l'école et on nous parle du retour à l'uniforme, comme si tenter de camoufler la vérité pendant le temps de la classe pouvait la rendre plus acceptable. Nos enfants vivront des changements dont nous n'avons pas idée. La révolution numérique, les bouleversements climatiques, les migrations économiques, toujours plus grandes, les mutations du travail, l'inversion du rapport au savoir, demain l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Pourtant, nous continuons à leur apporter les solutions d'hier alors qu'ils pensent déjà aux problèmes et aux questions de demain. Pire, nos politiques prônent l'individualisme quand nos enfants ont soif de solidarité et d'entraide. Comment qualifier la mise en concurrence des établissements par l'autonomie ou la valorisation du privé, sinon en parlant d'individualisme? Il est toujours aisé de renvoyer sur les individus les choix que la société n'a pas su. La question de l'école unique est un choix des sociétés au bout duquel nous n'avons pas su aller. Il est temps aujourd'hui que nous faisons un nouveau choix des sociétés. Nous devons choisir d'investir dans notre jeunesse. Il ne s'agit pas uniquement des postes d'enseignants ou de bâtis scolaires. Il s'agit la véritable réflexion sur l'élève en tant qu'enfant face à son futur citoyen. Un jeune qui s'est construit, fait des erreurs, essaye, mais qui a envie de réussir dans sa vie. Il s'agit aussi de nous, adultes, chacun dans notre rôle, parents, enseignants, éducateurs, citoyens. Que pouvons-nous faire pour accompagner chaque enfant, chaque jeune, à avoir confiance en ses capacités? Nous ne pouvons pas continuer à faire reposer notre modèle républicain sur cette seule école, érigée en rempart contre l'obscurantisme, la division, la théorie du complot, les inégalités, la précarité, si nous ne nous donnons pas les moyens d'y envoyer des élèves auxquels on aura donné des raisons de croire en l'espoir que la société place son rôle. Voilà, Monsieur Mérieux, que je voulais dire ce soir, avant de vous passer la parole. En effet, en ce moment, on s'interroge fortement sur les projets qu'on va apparaître ou les non-projets sur l'école. Donc, j'espère que cette soirée nous permettra d'échanger et d'avancer ensemble sur cette question importante, majeure pour notre société. Merci. Merci à l'Université populaire, merci à la FCPE, merci à la salle de cinéma qui nous accueille. J'ai vu qu'elle vous enjoignait de mettre vos lunettes 3D à la porte. Vous pouvez les enlever, nous ne sommes pas des hologrammes. Nous sommes bien là pour de bon et nous allons tenter de donner un peu de relief nous-mêmes à notre propos et je compte sur vous, bien sûr, pour que ce relief soit d'autant plus important que vos interpellations seront plus vives. Alors, le titre qui m'a été proposé, L'école publique, c'est la liberté, est un titre qui me va bien. Et je vais essayer de l'introduire, d'introduire le débat que nous allons avoir par quelques remarques dont je vais d'abord donner le plan et ensuite je les développerai une par une. Dans un premier temps, je me permettrai de
revenir un petit peu en arrière et de dire ce que n'est pas l'école publique. Il y a, je crois, de ce côté-là, un certain nombre de confusions. Ensuite, j'évoquerai ce qui fonde, ce qui a fondé historiquement et qui peut fonder encore aujourd'hui l'école publique. Dans un troisième temps, je m'interrogerai sur ce qui la structure et l'organise. Et puis, j'évoquerai, ça a déjà été évoqué par Liliana Boiano, ce qui la menace aujourd'hui l'école publique, avant de terminer dans une cinquième série de remarques sur ce que nécessite l'école publique pour vivre et être toujours plus encore formatrice de la liberté. Alors, première série de remarques, ce que n'est pas l'école publique. L'école publique n'est pas une institution qui aurait pour vocation de regrouper ad vitam aeternam dans des classes de 20 à 30 élèves, des jeunes enfants ou des adolescents ayant le même âge ou à peu près, le même niveau ou à peu près, sous la houlette d'un enseignant qui leur ferait faire la même chose en même temps. Si je me permets de dire cela, c'est parce que ceci, ce que je viens de décrire, ce que nous avons tous connu dans notre scolarité, ce que nous connaissons encore, n'est qu'une modalité de l'institution scolaire. Ça n'est pas sa finalité. Aucun Dieu n'a jamais gravé des tables de la loi sur un quelconque mont Sinaï, sur lesquelles serait écrite « On enseignera toujours, ad vitam aeternam, à des classes d'une moyenne de 25 élèves, d'enfants du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps. » Nul n'a dit que c'était la forme qui devait se pérenniser à l'infini et qui était en quelque sorte la définition de l'école publique. Alors c'est d'autant plus important de rappeler cela que cette forme, nous ne la devons pas à la République. Nous la devons à un ministre qui, le moins qu'on puisse dire, n'était pas républicain. C'est François Guizot, le ministre de la monarchie de Juillet, un homme profondément hostile à la démocratie, profondément hostile à la République. En 1830, quand la monarchie de Juillet arrive au pouvoir, il existe encore quelques reliquats de l'école moyenâgeuse et de la Renaissance. C'est une école très chaotique et qui fonctionne très mal, dans laquelle on réunit des enfants dans des grandes salles et où le maître fait venir à côté de lui 1, 2 ou 3 élèves pour leur faire une sorte de petit cours particulier qui d'ailleurs est différencié selon les capacités financières et les dons que les familles peuvent faire au maître. Cette forme d'enseignement qui subsiste encore, en particulier dans les campagnes, mais aussi dans un certain nombre de villes, qu'on appelle même parfois des salles d'asile, est une forme d'enseignement qui est évidemment en perdition, tant tout le monde mesure qu'elle est à la fois injuste et inefficace. Alors il y a deux modèles d'écoles qui émergent et qui ont émergé depuis quelques années, mais qui émergent là dans les années 1830, se structurent et se combattent. Il y a un premier modèle d'école qui est issu de la tradition catholique, plus exactement de Saint Jean-Baptiste de La Salle et des frères des écoles chrétiennes, et qui est le modèle de l'école que l'on appelle simultanée. Le modèle de l'école simultanée s'inspire au fond de la forme religieuse de la messe. Elle consiste à considérer les élèves comme des fidèles qui doivent absorber en quelque sorte le discours d'un maître qui s'adresse simultanément à eux dans le recueillement collectif. Cette forme imposée par les frères des écoles chrétiennes va jusqu'à regrouper systématiquement les élèves par niveau. Et les frères des écoles chrétiennes proposent qu'il n'y ait jamais d'écoles de moins de 3 classes pour avoir 3 niveaux différents. Les partisans de ce modèle simultané combattent donc déjà les écoles rurales, qui sont des classes uniques, multiniveaux, dans lesquelles ils voient l'expression d'une grande pagaille, mais aussi d'une perte de l'autorité quasiment cléricale de l'enseignant. À côté de ce modèle dit simultané, s'est développé en France un certain nombre d'écoles sur le modèle dit mutuel. Alors le modèle mutuel, il nous vient à la fois d'Angleterre, de Lancaster, de Bell, mais aussi de Suisse et aussi de l'Église catholique d'une certaine manière, puisque un des grands théoriciens de l'école mutuelle est le père Girard à Frigou. Dans l'école mutuelle, les élèves ne sont pas regroupés
par âge, ni par niveau, ni par groupe de 20 à 30. Ils ne sont pas sous l'autorité d'un enseignant unique qu'ils doivent écouter religieusement et ils ne font pas tous la même chose en même temps. Dans l'école mutuelle, les classes sont plus nombreuses. Elles vont parfois jusqu'à 100 élèves. Elles comportent parfois plusieurs enseignants. 2, 3, 4 enseignants. Elles comportent toujours des élèves de niveaux différents, parfois de 5 à 15 ans, et elles sont organisées sur le principe du monitorat et de l'entraide. Les maîtres font venir un peu plus tôt le matin les élèves les plus âgés, à qui ils expliquent comment ils doivent enseigner aux plus jeunes. Ils prennent, sur le temps du repas, à la pause méridienne, les élèves les plus en avance, à qui ils expliquent comment ils doivent faire des exercices à leurs camarades qui sont plus en difficulté. Dans l'école mutuelle, on utilise le livre, beaucoup plus que dans l'école simultanée, où on utilise essentiellement la parole du maître. Dans l'école mutuelle, on utilise des tableaux sur lesquels il y a des figures, des animaux, des poids et mesures, etc. Vous les connaissez. Dans l'école mutuelle, on utilise l'ardoise. Dans l'école mutuelle, on déplace les bancs pour, de temps en temps, organiser du travail en groupe. En 1830, ces deux formes d'école cohabitent en France, tenues par la hiérarchie catholique, est soutenu par les conservateurs et soutenu par le gouvernement de la monarchie de Juillet. La seconde, l'école mutuelle, est soutenue par le courant protestant, soutenue également par une partie de la frange progressiste, voire anarchiste des intellectuels, et soutenue pour une large part par la population et en particulier par les artisans. Le débat va faire rage et on n'imagine pas à quel point aujourd'hui il a pu être violent. Le débat réactive la vieille opposition entre catholiques et protestants, entre une vision cléricale de l'enseignement, où c'est la parole du maître qui s'impose à tous d'une manière homogène, et une vision plus livresque de l'enseignement, où l'enfant va se documenter, va travailler avec d'autres, va contribuer en petits groupes à chercher, découvrir, construire ses savoirs et ses connaissances. Dans l'école simultanée, le maître est évidemment détenteur d'une autorité non discutable et il est absolument interdit aux élèves de communiquer entre eux. Dans l'école mutuelle, en revanche, la communication entre élèves est non seulement acceptée, mais encouragée puisqu'elle est le moteur même de l'éducation, de l'enseignant. Le débat fait rage et finalement, bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est Guizot qui l'emporte et qui interdit en France les écoles mutuelles en 1833. Il les interdit définitivement, n'autorisant quelques écoles mutuelles que pour la communauté juive qui a demandé à l'époque une exception à la législation et l'a obtenue. C'est par hasard d'ailleurs, et si on avait le temps, je tenterai de vous expliquer pourquoi le rapport au livre de la communauté juive imposait d'une certaine manière le maintien de formes mutuelles d'enseignement qui était incompatible avec la forme simultanée que Guizot voulait donner à l'ensemble du système éducatif. En 1833-34, il n'y a donc quasiment plus d'écoles mutuelles en France. Toutes les écoles s'effectuent sur le modèle simultané et la chasse commence aux écoles rurales, aux écoles multiniveaux. La chasse continue d'ailleurs, puisque les écoles uniques rurales, telles qu'elles existent aujourd'hui, font l'objet de regroupements systématiques avec l'objectif de regrouper toujours les élèves de la manière la plus homogène possible, avec des âges les plus proches possible et de telle façon à ce qu'ils fassent tous le plus possible la même chose en même temps. Guizot ne va pas seulement imposer le modèle simultané, il va créer les outils de l'homogénéisation de l'institution scolaire française. Il va créer, par exemple, le corps des inspecteurs. Pas oublier que les inspecteurs ne sont pas une création de la République, une création de la monarchie. Ça n'enlève rien à leur valeur, à leur qualité, à leur intérêt, mais c'est une création de la monarchie et non de la République. Guizot va créer les écoles normales pour former ces instituteurs à la méthode simultanée. Et Guizot va créer l'ancêtre du bulletin officiel de l'éducation nationale, qui à l'époque s'appelle le Moniteur. Et dans ce bulletin officiel de l'éducation nationale, on trouve des formules, comme une formule qui apparaît quasiment dès le début, formule qu'on prête à Guizot lui-même. Le modèle simultané, dit Guizot,
c'est le modèle de l'obéissance des élèves à la parole du maître, c'est l'interdit de la communication entre élèves, puisque quand des élèves communiquent entre eux, c'est qu'ils complotent contre le maître. Et ce que je voudrais simplement vous faire remarquer, c'est que Guizot n'est pas mort. Guizot n'est pas mort au sens où le modèle qu'il a imposé à l'époque est toujours le modèle en vigueur. Ce modèle, il est apparu à un moment de notre histoire. Il est apparu à un endroit sur la planète. Nous avons été capables, certes, de l'exporter dans le cadre de la colonisation un peu partout, mais il y avait quantité de civilisations qui ignoraient complètement ce modèle de la classe tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'Afrique l'ignorait totalement. Elle pratiquait la technique de l'arbre à palabres, où les anciens, au pied d'un arbre, faisaient venir, ou laissaient venir, plus exactement, les plus jeunes, et leur parlaient en répondant à leurs questions, au fur et à mesure que ces questions émergeaient. En Asie, classes telles que nous les connaissons n'existaient pas. Rien de tel n'existait. Au Népal, par exemple, il existait un système assez astucieux d'ailleurs, qui était celui des voleurs de connaissances, puisque les adultes se réunissaient le soir pour parler des choses sérieuses, des choses qui ne concernaient que les adultes, la politique, la sexualité, mais aussi la pêche, la chasse, enfin toutes ces choses que normalement les enfants devraient apprendre, et on s'organisait pour empêcher les enfants d'approcher. En particulier, on donnait des masques un peu effrayants à un certain nombre de gens qui avaient pour mission d'éloigner les enfants de ces conversations entre adultes où se disaient des choses qui ne devaient pas être entendues par les enfants. Et il arrivait ce que, bien évidemment, il devait arriver, c'est que les enfants réussissaient à tromper la surveillance de ces gardiens du savoir et allaient voler le savoir que les adultes prétendaient garder pour eux, mais vous aviez évidemment compris que c'était là un habile subterfuge. Il s'agissait de cacher les savoirs pour donner aux enfants l'envie d'aller les voler. Je pourrais multiplier les exemples et vous donner une quantité d'autres modèles scolaires. Il se trouve que la France n'a pas choisi le modèle de l'arbre à palabres, qu'elle n'a pas choisi le modèle des voleurs de connaissances, qu'elle n'a pas choisi le modèle mutuel, qu'elle l'a même éliminé d'une façon dure, violente, en peu de temps, et qu'elle a imposé le modèle simultané. Et qu'elle l'a imposé à un moment particulier de son histoire, où l'État, qui n'était pas un État républicain, a voulu contrôler sur le modèle religieux, et j'y insiste, de l'Église catholique, contrôler l'activité intellectuelle de chacun de ses enfants. Et si possible, contenir les velléités de révolte qui auraient pu émerger ici. Alors si je me permets de vous dire ça, c'est pour relativiser un petit peu le système tel que nous le vivons. Il n'est pas dit qu'une véritable école républicaine doive en permanence reproduire et reconduire un système élaboré par la monarchie. Pas n'importe quelle monarchie, une monarchie particulièrement antidémocratique, c'est pas la monarchie anglaise. Il n'est pas dit que le modèle simultané, qui a probablement correspondu à un moment donné à une forme de rationalisation nécessaire de l'organisation scolaire, soit un modèle qui corresponde toujours aux aspirations de notre société. Et il n'est pas dit que ce modèle doive durer sans être jamais réinterrompu. Je n'irai pas plus loin sur cette série de remarques. Mais néanmoins, je tenais à commencer par là pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et en particulier qu'il n'y ait pas de confusion entre les modalités et les finalités. La classe de 24 à 30 élèves, avec un cours d'1 heure, ou de 55 minutes, la classe d'élèves du même âge et du même niveau, ça n'est qu'une modalité parmi d'autres de l'enseignement. Ça n'est pas ce qui constitue la finalité. Alors j'entends bien ici ou là on dit, quand est-ce qu'une rentrée est réussie? C'est quand il y a un professeur devant un groupe de 25 à 30 élèves. Oui, d'accord, ça c'est la technique, c'est la modalité. Mais dans la finalité, qu'est-ce que c'est? Alors dans la finalité, deuxième série de remarques, il faut aller un peu plus loin, il faut dépasser un peu 1830, il faut arriver à Jules Ferry, à 1880, 82, 83, pour y voir un peu plus clair. D'abord, Jules Ferry ne va pas toucher au modèle de l'école simultanée. Il va même continuer la lutte contre les classes uniques, en organisant les regroupements. Mais il va faire quelque chose d'absolument essentiel, fondamental, il va laïciser cette école. La laïcisation,
ça n'est pas rien. C'est, dit Jules Ferry lui-même, dans un des discours les plus célèbres qu'il prononce devant l'Assemblée nationale, la Chambre des députés à l'époque, c'est l'équivalent de ce qu'avait fait la Révolution pour le Code civil. C'est-à-dire imposer que ce ne soit plus les églises, dans leur diversité, et en fonction de leurs croyances et de leurs obédiences, qui gèrent un élément fondamental, structurant de l'éducation elle-même. Alors cette laïcisation, qui n'est pas une égalisation. Jules Ferry n'est pas un démocrate, encore moins un égalitariste, puisqu'il maintient deux écoles publiques. Une école publique payante, qui était ce qu'on appelait les petits lycées dans les centres-villes, et qui commençait bien avant la 6e, qui commençait à l'école primaire, et une école publique gratuite, la communale, pour les enfants du peuple. Il n'a rien d'un égalitariste, Jules Ferry. C'est pas son propos. Son propos, c'est de proposer un enseignement dégagé de l'influence de l'Église, et en particulier de l'Église catholique. Il est épaulé dans cela par quelqu'un dont l'importance est absolument décisive, qui est probablement plus important d'ailleurs pour l'histoire de l'école que Jules Ferry lui-même, même si son nom est moins connu, c'est Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, l'auteur d'un très célèbre dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, Ferdinand Buisson qui sera le directeur de l'enseignement primaire de Jules Ferry. Ferdinand Buisson qui est un protestant. Ferdinand Buisson qui, pendant la monarchie de Juillet précisément, était exilé au bord du lac de Genève et s'était imbibé de la pédagogie protestante pratiquée en Suisse. S'était imbibé de cette idée que la lecture et l'écriture, c'était d'abord la possibilité pour quelqu'un d'aller consulter directement les textes. Souvenez-vous, si vous avez encore quelques vagues souvenirs des guerres de religion, que des pierres d'achoppement entre les catholiques et les protestants tenaient au fait que les protestants prétendaient pouvoir consulter directement la Bible et le faire sans la médiation et l'explication du clerc. Les protestants ont d'ailleurs été les premiers, après les Valdôtains, mais les Valdôtains étaient déjà d'une certaine manière l'anticipation du protestantisme, comme les Hussites en Allemagne. Les protestants ont été les premiers à traduire la Bible en langue vernaculaire, c'est-à-dire à la rendre accessible à chacun. Et pendant les guerres de religion en France, quand quelqu'un était trouvé en possession de la Bible, il était immédiatement suspecté d'être un protestant, parce que le catholique n'avait pas le droit d'avoir la Bible, il n'avait le droit d'avoir que le missel. Quelle est la différence entre la Bible et le missel? Elle est très importante. C'est que la Bible, c'est un texte complet, on peut y accéder en totalité, on peut choisir de lire ce qu'on veut, on peut en discuter librement, alors que le missel, c'est un ensemble de textes choisis par les clercs, choisis d'une manière très spécifique, en en éliminant certains, en gardant d'autres, mis dans un certain ordre, et organisés d'une telle manière que cela commentait et orientait la compréhension du message. Alors, Buisson, qui est inspiré par le protestantisme, va inspirer Jules Ferry lui-même en lui disant « Cette école laïque que vous voulez arracher à l'Église, il faut qu'elle soit fondée sur la lecture et l'écriture. Parce que la lecture et l'écriture constituent la base de l'accession de tout citoyen aux textes fondamentaux sans la médiation du clerc, qui précisément est déjà une aliénation puisqu'il filtre entre le texte et le sujet la vérité que le sujet doit s'approprier. Et Ferdinand Buisson poursuit, c'est cela qui nous permettra, dit-il à Jules Ferry, et écrit-il, de faire ce qui est le cœur même de l'école publique, à savoir séparer les savoirs et les croyants. Alors bien sûr, à aucun moment, ni Jules Ferry, ni Ferdinand Buisson ne veulent extirper les croyants. Ils sont même extrêmement respectueux des croyants. Certains aujourd'hui, parmi les laïcs, trouveraient que ce respect est même excessif. Il y a une bataille en particulier entre les laïcs purs et durs et les laïcs tendance Ferry-Buisson sur la nécessité ou pas d'enlever tous les crucifix, y compris dans les écoles publiques. C'est finalement Jules Ferry et Buisson qui l'emportent. On n'enlève pas les clés. Un peu comme aujourd'hui en Italie, il y a crucifix dans les écoles publiques au nom d'une sorte de tradition culturelle. Il ne s'agit donc pas d'éradiquer les croyants. Il s'agit de constater, ce qui est fondamental pour Ferdinand Buisson, que les croyances divisent
et que les savoirs réunissent. C'est la base de la laïcité. Les croyances divisent, les savoirs réunissent. Je le disais tout à l'heure avec quelques étudiants de l'ESP, je peux croire que je vais me réincarner dans une grenouille. Nous pouvons être quelques-uns ici dans cette salle à croire, dur comme fer, que nous allons nous réincarner dans des grenouilles. Je ne peux pas vous le montrer, je ne peux pas vous le démontrer scientifiquement, mais je vous fais remarquer que vous ne pouvez pas me démontrer scientifiquement que c'est pas vrai. Autrement dit, ce qui caractérise une croyance, c'est que je ne peux pas la valider scientifiquement, je ne peux pas la démontrer rationnellement, mais que je ne peux pas non plus démontrer rationnellement qu'elle est fausse. Elle échappe au domaine de la rationalité. Et Jules Ferry, comme Ferdinand Buisson, en sont parfaitement conscients. Il ne s'agit pas de lutter contre les croyances, il s'agit de laisser les croyances là où elles doivent être, dans la sphère privée, et de développer dans l'école, qui est la sphère publique, les savoirs. Alors les savoirs, c'est ce qui réunit les hommes entre eux. Parce que ce qui caractérise un savoir, c'est précisément le fait que tout humain puisse se l'approprier. Dès lors qu'il est bien démontré, un savoir est fondamentalement partageable de manière universelle. C'est ça qui est au point de départ de la laïcité. Le partage universel des savoirs. Et ce qui constitue le savoir, c'est que précisément, aucun humain à qui on ne le démontre ne doit pouvoir le refuser. Le savoir est universel, puisqu'il est fondé sur la rationalité, et que la rationalité, nous l'avons tous en part. Alors, quand Jules Ferry et Ferdinand Buisson expliquent que c'est ça l'école publique, que c'est ça l'école laïque, ils ajoutent, c'est très important, notre travail, c'est d'enseigner les savoirs en laissant les croyances de côté, mais pour enseigner les savoirs en laissant les croyances de côté, attention, dit Ferdinand Buisson, il n'est pas possible d'enseigner les savoirs comme des croyances. Vous n'allez donc pas demander à vos élèves de croire dans les savoirs, ce qui serait une absurdité au regard même de la séparation entre les savoirs et les croyants. Vous allez donc proposer à vos élèves de leur démontrer les savoirs, puisque c'est précisément ce en quoi ils sont des savoirs. Et Ferdinand, ces enseignants, ces instituteurs, en garde contre le danger de faire passer leur savoir pour des croyants, en disant si vous, instituteurs du peuple, instituteurs de la laïque, vous enseignez les savoirs, qu'ils soient biologiques, qu'ils soient géographiques, qu'ils soient mathématiques, qu'ils soient littéraires comme des croyances, vous serez avec vos élèves croyance contre croyance, vous ne serez plus dans l'école publique, vous retournerez dans l'école privée, vous retournerez dans l'école confessionnelle. L'école publique, quand elle renonce à démontrer les savoirs et qu'elle les impose comme des croyances, redevient confessionnelle. Et Buisson ajoute, parce qu'il était un partisan de ce qu'on appelle la leçon de choses, à cette époque-là, quand le maître amène en classe un faisan empaillé ou une balance Roberval, c'est les deux exemples qu'il prend, ça n'est pas pour amuser les élèves. Il amène une balance en Roberval ou un faisan empaillé, tout simplement pour que les élèves n'aient pas à croire le maître sur parole. Il le dit actuellement, parce qu'on ne croit pas le maître sur parole, parce que la caractéristique de l'école publique, c'est que la vérité d'un discours n'est jamais relative au statut de celui qui l'énonce. Ce n'est pas parce que le maître est le maître qu'il a raison, le maître a raison parce qu'il démontre le mieux. Sinon, nous serions dans un rapport de force de quelqu'un qui impose ses croyances à des gens qui seraient obligés de les absorber et d'y obéir. Nous serions donc revenus en arrière par rapport à l'école publique, à celle que nous voulons mettre en place. C'est donc ça d'abord l'école publique. Pour Ferdinand Buisson, le grand penseur de la laïcité. C'est simultanément la formation à la liberté. Et la formation à la liberté, elle passe par la distinction entre les croyances et les savoirs, mais elle passe aussi par quelque chose qui va se construire lentement, qui est la capacité d'interroger les évidents. Et d'interroger en particulier les évidences quand elles prennent la forme de l'autorité. L'école publique, c'est très curieux de lire ça aujourd'hui, dans des textes de 1883. C'est une école autoritaire. C'est Ferdinand Buisson qui écrit cela. C'est une école qui permet aux enfants de ne pas obéir les yeux fermés. Alors vous me direz, on en est loin, les enfants obéissent pas les yeux fermés. Aujourd'hui, ils obéissent à rien. Mais c'est pas vrai.
Je sais pas, ici, dans les Ardennes, moi je suis en région Rhône-Alpes, hein, et je peux vous dire qu'entre le 24 juin 2016 et le 13 juillet 2016, 96% des adolescents se sont mis à chercher des Pokémon. Je peux donc vous dire que l'obéissance a de beaux jours devant elle. Simplement, les enfants n'obéissent plus aux autorités instituées auxquelles on aimerait qu'ils obéissent. À qui obéissent nos enfants aujourd'hui? À Monsieur Nintendo. Hein? Mais ils obéissent. Et ils adorent obéir. Ils adorent obéir. J'ai fait une enquête il y a pas très longtemps sur les comportements des jeunes dans les groupes un peu difficiles, les bandes, les gangs, les groupes de banlieue tels qu'on les imagine en général. Et qu'est-ce que j'y ai découvert dans ces groupes? J'ai découvert des jeunes qui adhéraient à ces groupes, qui s'aliénaient à ces groupes au sens propre, qui sacrifiaient tout à ces groupes, qui ne pouvaient pas s'en éloigner, qui étaient à genoux devant le chef, qui s'habillaient comme on leur disait, qui prenaient leur conjoint dans le groupe, qui aimaient ce qu'aimait le groupe, qui ne faisaient rien qui ne soit pas labellisé par le groupe. J'ai découvert des jeunes qui étaient totalement vassalisés par le groupe. Et quand j'ai discuté avec ces jeunes, qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que ça n'avait pas d'importance, que cette obéissance-là, ils l'assumaient pleinement, parce que ce groupe leur donnait quelque chose de plus important que la liberté, c'était l'identité et la sécurité. Et que, à leur avis, à leurs yeux, il n'existait pas d'autres groupes qui leur donnent à la fois l'identité, la sécurité et leur permettent de garder leur liberté. Et que donc, après tout, aller s'aliéner à ces groupes-là, qu'ils soient religieux, musicaux, qu'ils soient dans le banditisme ou dans n'importe quel autre domaine, aller sacrifier sa liberté du moment qu'on en obtenait de l'identité, de la fierté, de l'identification, diraient les psychologues, et qu'on en obtenait la sécurité, la protection, eh ben, c'était l'idée. Et ça, les fondateurs de l'école publique l'ont déjà compris. Ils ont déjà compris que la liberté, ça va pas de soi. Que la liberté, ça se gagne, que ça se conquiert, que ça demande du courage. Parce que, spontanément, ce que font nos enfants, ce que font ces adolescents que je viens de décrire, c'est pas d'exprimer leur liberté, c'est d'aller s'aliéner à un pouvoir. Alors pas celui que nous voulons, mais à un pouvoir. Le pouvoir des marques, le pouvoir des chefs, le pouvoir des gourous, le pouvoir de certains sites, le pouvoir de toute une série de gens qui tirent les ficelles de gloire et dans les arrière-cuisines et qui font autorité sur nos jeunes aujourd'hui, même si nous le regrettons. Et même si nous aurions préféré que ce soit nous. Donc l'école publique est une école qui distingue le savoir et le croire, c'est une école qui forme à la liberté et qui va permettre en principe de s'émanciper de toutes les formes d'emprise sur les sujets, l'emprise, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, qu'elle se passe par la séduction, qu'elle se passe par la force, elle va permettre de s'émanciper de cela et elle est formation à la liberté, mais c'est aussi, troisième élément, à la naissance de l'école publique, c'est l'incarnation du bien commun. Alors là, les choses deviennent un peu plus complexes, parce que le bien commun, ça bouge. À l'époque de Jules Ferry, le bien commun, c'est la construction de l'État-nation. Jules Ferry a lui-même été traumatisé par deux événements importants, défaite de Sedan, 1870, France a perdu l'Alsace et la Lorraine. Et deuxième élément important qu'on oublie parfois, la Commune de Paris, 1871, le peuple de Paris qui boute en dehors de la capitale le pouvoir institué. Par rapport à cela, Jules Ferry, il a comme projet de construire la nation, l'État-nation. Et il va y mettre le paquet. Il va y mettre le paquet dans les programmes, en enseignant le roman national, et pour le coup là, c'est du roman national, en enseignant la France dans ce qu'elle a de plus mythologique, c'est le moment où on fait lire à tous les enfants le Tour de France par deux enfants, en mettant en place dans toutes les écoles des bataillons scolaires, les enfants d'école primaire apprennent à manipuler des baïonnettes en bois ou en carton, le plus souvent en bois. Jules Ferry fait apprendre par cœur et chanter les chansons de Déroulède, grand nationaliste de l'époque. Ils n'auront pas l'Alsace et la Lorraine. Et Jules Ferry veut construire cet État-nation. Alors il a un outil pour ça,
fantastique, c'est l'école qu'il vient de construire, et c'est la langue. Et il va y mettre le paquet sur la langue. En l'espace de 20 ans, il va à peu près imposer le français à toutes les provinces françaises. Ça va être dur. Pierre Jacek Elias raconte comment ça s'était passé, comment ça se passait en Bretagne. Hein, chaque fois que un petit breton disait un mot de patois, je dirais aujourd'hui une langue régionale, eh ben on lui mettait le collier de cheval, l'énorme collier de cheval, pèse très lourd. Chaque fois que notre enfant disait un mot de patois, on le passait à l'enfant en question. Et le dernier enfant qui avait dit un mot de patois dans la journée rentrait chez lui avec le collier de cheval, la honte du village, sous les huées de tous les autres enfants, et revenait le lendemain matin avec le collier de cheval. Mais ça a été très efficace. En 20 ans, tous les petits Français ont parlé la même langue. Ils ont parfois continué à parler aussi le patois, mais ils ont parlé la même langue. Et à cet égard, on peut dire, pas une erreur historique que de dire que Jules Ferry a participé à gagner la guerre de 14-18. Parce que si les soldats ont pu communiquer dans les tranchées et obéir aux mêmes ordres, c'est parce qu'ils comprenaient la même langue. Que s'ils n'avaient pas compris la même langue, ça aurait été beaucoup plus compliqué de constituer l'armée française, compris quand cette armée est allée conquérir les colonies à l'étranger. Donc dans un premier temps, le bien commun, ça a été la construction de l'État-nation. Et c'était assumé. Il n'y avait pas l'ombre d'une difficulté. La guerre de 14 passe, elle est ravageuse, mort millions, émerge une autre idée. Les compagnons de l'Université Nouvelle disent non, ça suffit le récit national, ça suffit l'État-nation qui est conquérant. Non, les enfants ont souffert, les pères ont souffert dans les mêmes tranchées. Il faut que les enfants étudient sur les bancs de la même école. Le bien commun, c'est la fraternité. Et on va voir monter dans les têtes, dans les idées, cette idée que le bien commun, ça n'est plus l'État-nation guerrier, c'est la fraternité française. Cette fraternité va fonctionner, et elle va fonctionner relativement bien. Alors évidemment, il va y avoir des soubresauts, l'extrême droite va ne pas être totalement d'accord, pas sur les détails, vous connaissez tous l'histoire, mais cette fraternité va fonctionner suffisamment pour être relayée bientôt par l'intégration économique. Le bien commun, ça va être l'intégration économique. L'école va former à un métier ou à la capacité d'exercer une fonction dans le village ou dans la ville. Alors, l'école publique, j'ai dit ces trois choses. C'est la séparation du savoir et du croire, c'est toujours d'actualité. C'est la formation à la liberté, c'est plus que jamais d'actualité. Et c'est la capacité de construire du bien commun à partir des intérêts individuels, bien commun qui puisse être opposé en quelque sorte aux intérêts individuels. Et là, nous peinons. Nous peinons parce qu'après l'État-nation, après la fraternité d'après 14-18, après l'intégration par l'économie, le bien commun, on sait plus très bien où il est. Et quand on sait plus très bien où est le bien commun, eh bien, les intérêts individuels risquent de prendre le dessus. Je racontais tout à l'heure aux étudiants de l'ESP que moi, je suis rentré à l'école à peu près comme aujourd'hui, je rentre dans un avion. C'est-à-dire que je boucle ma ceinture de sécurité et qu'à aucun moment, je n'ai de velléité de frapper à la porte de la cabine de pilotage pour expliquer au pilote qu'il doit virer à gauche, virer à droite, mettre les gaz, se méfier de l'orage ou appuyer sur tel ou tel bouton sur son tableau de bord. Je n'y connais rien, je le laisse faire. Moi-même, c'est ainsi que je suis rentré dans l'école. J'étais enfant dans une famille de droite, voire d'extrême droite, pétainiste, royaliste. Mes parents m'ont confié à un instituteur communiste dans l'école publique. Quand mon instituteur me donnait une gifle, mon père m'en redonnait 3. Quand mon instituteur me donnait une punition, mon père l'a redoublé. Et si, à la fin de la 7e, mon instituteur avait dit le petit Mérieux, il doit aller à un enseignement professionnel parce qu'il peut pas aller en 6e, mon père aurait obéi, le petit doigt sur la couture du pantalon. En dépit de sa différence idéologique majeure, mais parce qu'il était convaincu que l'école incarnait le bien commun, que l'institution incarnait le bien commun, qu'il avait à obéir à cette institution. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en est plus là. Que tous les parents sont là, tapés à la porte du pilote pour demander si... Est-ce que c'est bien la bonne méthode de lecture? Est-ce que mon fils, il n'a pas été ici ou là un peu désavantagé par la notation? Est-ce que l'exemple qui a été pris là, c'est le bon exemple? Et on n'aurait pas mieux fait d'enseigner la géographie autrement? Et puis... est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait une école qui serait meilleure pour lui, parce que là, quand même, etc., etc. Nous sommes devant
une situation où les intérêts individuels sont là, mais où l'instituteur, le professeur des écoles, le professeur, ne sait plus trop quoi brandir pour dire « oui, mais vos intérêts individuels, c'est bien, mais il y a le bien commun pour lequel je vous demande de renoncer à vos intérêts individuels. » Oui, il me demande à renoncer à mon intérêt individuel pour le bien commun. Oui, d'accord. Par exemple, tout le monde est pour la mixité sociale, essentiellement pour les enfants des autres quand même. Hein. Le bien commun, on en veut tant que ça ne met pas en péril notre propre progéniture. Et je vous en parle d'autant plus librement qu'ayant été très longuement enseignant, je sais que moi-même et mes collègues sommes avec nos propres enfants, exactement comme les enfants des autres, sauf qu'on est un peu plus habile, parce qu'on sait ce qui agace les collègues. Et que donc on fait la même chose que tous les parents, mais d'une manière un peu plus... Et donc, ce à quoi nous nous trouvons confrontés aujourd'hui, c'est quand même à une crise de ce bien commun qui nous interpelle, Alors, troisième série de remarques, on a vu apparaître récemment une forme de bien commun qui est reprise très largement par les candidats aux différentes élections et qu'on a formulée sous le nom d'égalité des chances. Alors l'égalité des chances, c'est bien, mais enfin il y a quand même la Française des Jeux pour ça. L'égalité des chances et surtout l'inégalité instituée. La République, l'école publique, ça n'est pas l'égalité des chances, c'est l'égalité des droits, et en particulier du droit à l'éducation. L'égalité des chances, c'est quoi? C'est mettre sur la même ligne de départ un cul-de-jatte et un marathonien, tirer en l'air et dire que le meilleur gagne. Ça, c'est l'égalité des chances. Cette égalité des chances, nous voyons bien qu'elle est épuisée. Plus personne n'y croit. Plus personne n'y croit, et d'ailleurs, toutes les statistiques montrent qu'elle est une imposture, et qu'elle n'a jamais été autant une imposture. Puisque s'il y a un enseignement que l'on peut retenir des tests PISA, Dieu sait que je les critique par ailleurs, c'est que la France est un pays qui ne cesse de voir croître les inégalités entre les bons élèves et les mauvais, inégalités qui sont massivement corrélées aux origines sociales. Donc, l'égalité des chances est de toute évidence une imposture. Ce qui ne serait pas une imposture, ce serait de profiler un commun autour de l'égalité des droits à l'éducation. Alors ce qui est intéressant, c'est faire un peu d'histoire récente. De 2005, vous êtes tous nés. 2005, c'est pas si vieux que ça.